Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 mars. De nouvelles perturbations climatiques à prévoir dès demain, ce qui pourrait aggraver les actuelles inondations, débordements de rivières, évacuation d'habitants et pénurie d'eau potable. Les sols sont en effet saturés. José Bové, condamné en appel à 3 mois de prison ferme pour le démontage du McDo de Millau dans l'Aveyron. Manifestation de fonctionnaires aujourd'hui pour réclamer une augmentation salariale. Une voiture pleine d'explosifs découverte ce matin à Paris. Le groupe corse clandestin Armata Corsa revendique le dépôt de cette voiture dont le système avait été déconnecté. Document exclusif exceptionnel dans cette édition, tourné à Kaboul par nos envoyés spéciaux Dorothée Olyric et Gilles Jacquier. Des images volées, des paroles d'hommes, de femmes, enregistrées en cachette des talibans. La partie politique de cette édition de jeudi, pour conclure le débat électoral, invité ce soir en direct, Nicolas Sarkozy. Alors il a certes moins plu aujourd'hui sur la France, mais les précipitations pourraient bien recommencer demain. On a constaté quelques signes de décrue, notamment en Saône-et-Loire, ce qui autorise déjà les premiers constats de dégâts économiques. Vous voyez le reportage à Chalon-sur-Saône et à Ougroux de Stéphane Bretner, Delphine Détry et Philippe Jasselin. Depuis cet après-midi, tout le monde s'y est mis. Premier coup de raclette. On évacue les dernières flaques. Hier, cette grande surface baignait dans 20 cm d'eau. Ouais, on l'a mis à 3 mois, Michel, le parquet. 3 mois, ouais. La décrue est arrivée plus vite que prévu. Première visite dans les rayons. Le meuble, il va gonfler, il va éclater. Et le parquet, pareil. Bon, tout a changé. Les 80 employés sont au chômage depuis samedi. L'inondation va coûter cher. Ouais, on estime à 20% du stock, plusieurs millions en tout cas. Bon, on aura beaucoup de travail, c'est certain. Et puis, un gros travail d'évaluation, c'est clair. L'évaluation, ce sera le travail des assurances. Quoi qu'il en soit, le magasin ne sera pas remis en état avant 1 mois. André Chaussard n'en est pas encore là. Il faut prendre le bateau pour aller à son restaurant en bordure de Saône. Il l'avait quitté au début de la crue. Inquiet, il revient pour la première fois dans sa petite entreprise. Il y en a 50 cm dedans. Hein. À l'intérieur, le choc. C'est dingue, hein, la pression. Voilà, attendez, le temps que ça baisse, que j'y nettoie tout, là, je vous en parle pas, là. Il me dit, il y a quelque chose qui tape. Puis la cuisine, les poêles, attendez, les poêles, ils vont être tout dans la flotte. 80 000 francs de recettes qui tombent à l'eau, sans compter le coût de la reconstruction. 4 employés au chômage. André venait de commencer sa saison, 3 semaines de travail qu'il appelle l'entrée. Maintenant que vous avez mangé l'entrée, si vous avez plus le plat de résistance derrière, c'est ce qui va se passer. Maintenant, il faudra bien attendre que je redonne à manger à mon compte en banque et le plat de résistance, il ne l'aura pas. Voilà, alors comment ça va se passer, j'en sais rien. Combien de temps je vais être obligé d'attendre, j'en sais rien. Sans trop y croire, il espère rouvrir à Pâques. Mais avant d'y penser, André va devoir attendre que son restaurant retrouve la terre ferme. La Seine et tous les cours d'eau du bassin de la région parisienne débordent. De nombreuses voies de communication ont été coupées et le trafic fluvial est resté bloqué. Reportage Olivier Galzi et Bruno Giraudot. Faudrait que vous trouviez un autre endroit. Malgré la crue, Ça va monter encore. ils ont voulu résister. Faudrait partir. Ce soir pourtant, les clochards parisiens ne dormiront pas sous leur pont. Pas question non plus pour les automobilistes d'emprunter la voie sur berge. Quant à la circulation fluviale, elle est tout simplement arrêtée. Les péniches ne passent plus sous les ponts. Alors en amont, elles s'accumulent, comme ici, à Conflans-Sainte-Honorine. Les clients des bateliers attendent leur cargaison, les bateliers, eux, attendent la décrue, et toute l'industrie fluviale n'observe plus qu'une seule règle, patience. Ça fait 1 semaine que ça dure. Puis on attend encore de la rehausse de l'eau. Puis on ne sait pas combien de temps on va rester. On attend. C'est un gros manque à gagner? Oui, très gros. Là, on est en perte d'exploitation. On attend. Combien vous perdez tous les jours? On perd au moins 10 000 francs tous les jours. Un peu plus loin, c'est un quartier de Poissy qui s'est transformé en petite Venise. Les riverains de l'île des Mignots ont dû s'organiser. Depuis plusieurs jours, la Seine ne cesse d'étendre son lit jusque dans leur maison. Oui, c'est simple, hier soir j'ai mesuré vers 11 h, c'était 30 cm, et ce matin c'était 43. Donc on peut dire dans la nuit, c'est monté de 13 cm. Ce soir, le niveau de la Seine devrait encore grimper légèrement. Selon les prévisions,
La décrue n'interviendra pas avant plusieurs jours. Plus de 20 000 personnes de Seine-Maritime privées d'eau potable. Dans certains villages, les habitants sont évacués, d'autres connaissent des coupures d'électricité et le plus souvent, les routes sont restées submergées. Un aperçu de l'ensemble de la situation avec Loïc de la Mornay. Mâcon n'est pas Venise et pourtant, sous le soleil, on se prend à rêver qu'on déambule dans les canaux de la vieille ville. Il y a des gens qui prennent plaisir à se promener sur les passerelles. Ma foi, on trouve son plaisir où on veut, où on peut. Nous sommes au cœur d'une des régions les plus touchées de France. Gonflés par la fonte des neiges dans les Alpes voisines, le Rhône et la Saône ont dépassé de plusieurs mètres leur cote d'alerte. Exemple dans le centre-ville de Lyon où le niveau de la Saône est monté aujourd'hui à 5,43 mètres, 2 mètres au-dessus de la cote d'alerte. Mais l'aspect folklorique des déplacements, comme ici en chariot élévateur ou de manière plus attendue, en barque, ne doit pas faire oublier que c'est lorsque l'eau se sera retirée que l'on constatera l'étendue des dégâts. C'est sûr que là on voit le côté marrant, mais une fois que l'eau va partir, ce sera peut-être un peu moins drôle. Autre grand front des inondations, la Normandie. La nuit dernière à Grainville, en Seine-Maritime, une centaine d'habitants a dû être évacués en raison d'une brusque montée des eaux de la rivière locale, la Durdan. Hébergés en catastrophe dans un gymnase, ils laissent éclater leur colère devant un maire désemparé. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que moi c'est pas possible, l'eau elle n'a pas pu arriver comme ça d'un seul coup. Je les ai vus les pompes. Oui. Bon, la réponse, je ne l'ai pas, parce que moi je suis pas... si j'avais su, je vous l'ai dit, si j'avais pu deviner... Plus grave encore, à Courteil, les inondations auraient peut-être fait leur première victime. En voulant ouvrir une vanne ce matin, un habitant serait tombé dans la rivière en crue et est porté disparu. Les recherches entreprises par hélicoptère dans l'après-midi n'ont pour l'instant donné aucun résultat. Alors après cette journée de relative accalmie, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Elle sera moins active que la précédente, précise Météo France, mais donnera quand même 10 litres d'eau au mètre carré sur la moitié nord du pays. Toutes les précisions météo après cette édition avec Sophie Davant. Ces inondations constituent le premier risque naturel en France. Encore faut-il préciser que l'urbanisation, l'activité humaine aggravent les conséquences des crues. Les sols sont saturés en eau et les mesures de prévention souvent insuffisantes. Explication Hélène Vergne avec Vincent Fourtade et Vincent Bouffartig. Ici, on peut voir qu'en certains endroits donc de la Bourgogne et de la Franche-Comté, on est arrivé à des valeurs de 400 mm en l'espace de 3 semaines. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, 400 mm, c'est à peu près ce qui tombe en 6 mois. Qu'on les appelle giboulées, grêles ou encore trombes d'eau, ces pluies exceptionnelles ont été qualifiées de records par les ingénieurs de Météo France. Jamais depuis 50 ans, la Franche-Comté, les régions Centre et Normandie, en rouge sur la carte, n'avaient connu de telles valeurs. Mais de fortes précipitations ne provoquent pas systématiquement des inondations. Le problème cette année, c'est que l'automne a été particulièrement pluvieux. Dès le mois de mars, les sols étaient gorgés d'eau. Sur ces sols saturés, donc, qui en fait ne peuvent plus absorber de l'eau, donc se sont produites ces précipitations vraiment exceptionnelles. À ce moment-là, l'eau, elle n'a plus que ruisseler et donc aller grossir les ruisseaux et puis les rivières et les fleuves. En France, 11 000 communes et quelques 2 millions de personnes sont concernées par les inondations qui constituent le premier risque naturel. Un risque naturel aggravé par une urbanisation excessive. Lorsque l'on construit en zone inondable, en fait, on construit dans une zone qui est la zone de liberté naturelle du fleuve. On construit dans le lit majeur. Alors, lorsqu'on construit dans le lit majeur, on s'expose naturellement à être inondé un jour ou l'autre, puisque le lit majeur, il a été creusé là par le fleuve, justement par ces inondations. Il aura fallu plusieurs crues catastrophiques et des millions de francs de dégâts pour que l'homme prenne en compte la nature et revienne sur ses erreurs. Fini les constructions abusives, on privilégie aujourd'hui les bassins de rétention, digues et aménagement des rives. Les intempéries sont également très fortes en ce moment sur le nord du Portugal, où les dégâts matériels sont très importants. 3 personnes sont mortes et des dizaines de personnes sont sans abri. C'est dans la région de Porto. La Cour d'appel de Montpellier a doublement condamné José Bové. 3 mois de prison ferme pour le démontage du McDo de Millau, c'était en août 1999, et 6 000 francs d'amende pour non-respect de la loi. Protestation de plusieurs syndicats, et puis de Robert Hue, qui parle d'une condamnation inacceptable. Reportage Léo Lamberton avec Françoise Mazou. Les rendez-vous judiciaires ont beau s'enchaîner à un rythme de plus en plus soutenu, José Bové affiche une sérénité à toute épreuve. Aujourd'hui, vous avez l'air plutôt souriant. Toujours, moi, souriant. Tant que le combat continue, on est souriant. La Cour d'appel de Montpellier a rendu cet après-midi 2 arrêts. Concernant la séquestration de fonctionnaires à la préfecture de l'Aveyron, elle a prononcé des peines d'amende.
Mais c'est sur le démontage du McDonald's de Millau que la Cour était attendue. Et là, elle a confirmé le premier jugement. 3 mois de prison ferme pour José Bové, du sursis et des amendes pour les 9 autres coprévenus. Tous ont décidé de se pourvoir en cassation, puis de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour moi, la prison n'est pas un problème aujourd'hui. Le problème, c'est que les citoyens puissent être défendus, que les paysans puissent faire valoir leurs droits et qu'on arrive enfin à changer cet ordre immuable du marché qui est en train de broyer tout sur son passage. Incorrigible José Bové. À peine la Cour d'appel eut-elle rendu ses arrêts qu'avec d'autres membres de la Confédération paysanne, il a tenu une conférence de presse et appelé à détruire le 17 avril les OGM partout en France. Une action illégale mais qu'il estime légitime. Le marathon judiciaire de José Bové n'est pas près de s'arrêter. Après avoir manifesté hier à Nîmes, certains des viticulteurs sont allés saccager des postes de péage sur l'autoroute A9 dans l'Hérault et l'Aude. 3 d'entre eux ont été interpellés. La société autoroutière visée dénonce une opération commando de destruction systématique. Reportage Véronique Gaglione et Denis Pardano. Ces péages étaient sur la route de leur colère, alors certains viticulteurs se sont arrêtés pour les casser. C'était hier soir, après une manifestation à Nîmes plutôt calme. Sur l'autoroute, des millions de francs de dégâts et 5 blessés parmi les forces de l'ordre. À Manduel, une cave dévastée, même pas les vins étrangers qu'ils venaient casser. Et ce matin, 3 viticulteurs interpellés. Non, moi je dis que de casser ça suffit pas. Pourquoi? Est-ce que vous voyez le Bordelais qui est en crise aujourd'hui aller casser quoi que ce soit? Non. Ils essaient de trouver des solutions de commercialisation. Vendre, ne pas garder des cuves pleines d'un vin que personne n'achète. C'est la philosophie des vignerons beaucairois depuis 15 ans. Depuis qu'ils plantent leurs vignes et font leur vin en fonction de ce que veulent les clients. Au début, on disait qu'ils se prostituaient avec le négoce. Aujourd'hui, ils exportent 80% de leur vin de cépage. Les gens qui buvaient beaucoup de vin disparaissent malheureusement, mais disparaissent donc par l'âge. Il faut bien s'adapter au nouveau marché et aux nouveaux consommateurs. Et le nouveau consommateur aujourd'hui, c'est un consommateur de plaisir. Ils boivent du vin qui ont des arômes, donc le Cabernet, le Merlot notamment. Aujourd'hui, les vins de cépage ou AOC se vendent plutôt bien. Ce sont les vins de table ou de pays qui souffrent de concurrences européennes moins chères. Alors, l'exemple de Beaucaire sera peut-être suivi. Les producteurs en difficulté réclament une aide pour, disent-ils, repartir eux aussi sur des bases saines. Il est vrai qu'hier, sur les 280 vignerons beaucairois, une douzaine seulement manifestaient par solidarité. Les dernières statistiques de l'INSEE sur la pauvreté en France sont éloquentes. Il y a 4 millions de pauvres recensés. 50% de la population est en dessous du seuil des 7 000 francs de revenus. L'INSEE détaille les familles qui ont du mal à régler leur facture d'électricité. 17% ont des ressources insuffisantes pour couvrir leurs dépenses courantes. 7 syndicats de la fonction publique appelaient aujourd'hui les fonctionnaires à descendre dans la rue pour exiger la réouverture des négociations salariales qui avaient échoué au mois de janvier. Ils étaient plusieurs milliers à défiler à Paris, dans plusieurs villes de province, notamment Lille, Toulouse, Strasbourg, Lyon ou encore Marseille, mais moins nombreux que lors des précédents rassemblements au mois de janvier. Alors pour mieux comprendre cette grogne des fonctionnaires, Peggy Leroy et Blaise Grenier se sont rendus dans un centre des impôts du 17e arrondissement de Paris afin de vérifier l'état du pouvoir d'achat de ces fonctionnaires des finances, cadres ou simple exécutant. Ce retraité vient chercher une aide précieuse pour remplir sa déclaration. Il est reçu par Boris, agent des impôts, fonctionnaire de catégorie C, 9 200 francs nets par mois. Ici? Tout à fait. Son rôle, contrôler les feuilles d'impôts, renseigner et tenter de rendre l'administration un peu plus humaine. Un petit peu plus de social des fois. C'est vrai qu'on a des personnes âgées qui viennent, ça va être la petite sortie de la journée. Donc c'est vrai que des fois ils ont besoin de parler un petit peu plus. Mais bon, c'est le métier, c'est sympa aussi. Les feuilles d'impôt arrivent ensuite sur les bureaux d'Yvan. Contrôleur, fonctionnaire de catégorie B, 10 000 francs nets par mois. Yvan, lui, c'est la bête noire du contribuable. La petite erreur volontaire ou pas, c'est lui qui la traque. Et cette année, des erreurs, il y en a plein les armoires. Responsable, la prime pour l'emploi. Une nouveauté fiscale complexe que les contribuables n'ont pas eu le temps de comprendre. Résultat, une augmentation de travail, mais pas d'augmentation de salaire. On a effectivement la pression de nos chefs de service, dans le sens où on doit non seulement assimiler les nouvelles règles fiscales, mais en plus de ça, continuer à travailler de la même façon avec les mêmes moyens. À quelques couloirs de là, le cauchemar des entreprises cette fois. Voici François, inspecteur des impôts, fonctionnaire de catégorie A, 15 000 francs nets par mois.
Les règles fiscales changent sans arrêt. François doit être constamment à niveau. Comme les entreprises qu'il contrôle, il n'a pas droit à l'erreur. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire les fonctionnaires ont la sécurité de l'emploi, c'est un avantage énorme. C'est sûr que c'est un avantage, il n'empêche que notre métier est de plus en plus compliqué. Chaque année dans ce centre, des milliers de personnes sont accueillies et près de 30 000 déclarations sont traitées. Ici, les plus mal aimés des fonctionnaires ont simplement l'impression de faire leur travail. La SNCF annonce 150 trains par jour pour la future ligne du TGV méditerranéen mis en service le 10 juin prochain. Le principe d'une augmentation graduelle des tarifs est prévu, 20 francs sur tarif normal, 30 francs en période de pointe et 40 francs en première classe. Et voici la comparaison train-avion sur Paris. Vous pouvez le constater, sur Paris-Marseille, c'est très en faveur du TGV. Le groupe clandestin corse Armata Corsa revendique la voiture pleine d'explosifs découverte ce matin à Paris dans le 15e arrondissement. Le système de mise à feu avait été déconnecté. Armata Corsa voulait prouver qu'il pouvait agir partout. Commentaire Thierry Curtet et Frédéric Delarue. L'engin infernal était conçu pour ne pas exploser. C'est maintenant une certitude. Le dispositif de mise à feu de la charge que renfermait la Renault noire, composé de liquide incendiaire, de bonbonnes de gaz et de clous, n'était pas amorcé. En milieu de matinée, ce quartier du 15e arrondissement de Paris, près de la porte de Vanves, avait été bouclé. C'est un coup de téléphone à 2 quotidiens parisiens qui signalent le véhicule piégé. L'homme se revendique d'Armata Corsa. Il affirme prouver que le groupe clandestin peut frapper où bon lui semble, mais qu'il a renoncé à faire exploser la charge à la suite de ce qu'il appelle l'épreuve de bonne volonté du gouvernement. Il fait ici allusion à de récentes arrestations en Corse, qu'il rapproche de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi et de Jean-Claude Fratacci. Le groupe clandestin avait déjà revendiqué la présence d'une voiture piégée dans les rues de Marseille au début du mois de décembre. Les revendications de l'époque concernaient déjà l'assassinat des 2 nationalistes corses abattus à l'île Rousse. À Pau, la cour d'assises jugeait un couple membre d'une secte qui avait laissé mourir son bébé de 19 mois. 12 à 15 ans de prison avaient été requis. Après délibéré, le verdict est tombé, 6 ans ferme pour ses parents. En marge de ce procès, d'autres parents membres de cette même secte étaient jugés en correctionnel pour ne pas avoir mis leurs enfants à l'école. Commentaire Joël Bruyandet. Nous ne sommes pas dans votre communauté, nous sommes devant la justice. Ce sont les premiers mots de l'avocat général qui avait réclamé ce matin de 12 à 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Michel et Dagmar Ginou. À aucun moment durant ce procès, ils n'ont semblé réaliser la gravité des faits. Il y a 4 ans, leur fils Raphaël, atteint d'une malformation cardiaque, meurt à l'âge de 19 mois. Il pesait alors 4,5 kg. L'autopsie du bébé révélera un état rachitique et une malnutrition évidente. L'enfant aurait pu être sauvé par une intervention chirurgicale, mais les parents refusaient cette idée. En toile de fond, la communauté de l'ordre apostolique, classée secte dans un rapport parlementaire. Une secte biblique, hostile à la vaccination et à la médecine traditionnelle. Les membres de la communauté présents au procès se sont défendus d'avoir fermé les yeux sur l'agonie du petit Raphaël. Si on avait su quoi que ce soit, on aurait dit aux parents qu'il serait certainement nécessaire de faire quelque chose d'urgent. Mais on n'a jamais été au courant de l'état réel de santé de Raphaël. Hasard du calendrier judiciaire, une vingtaine de familles de la communauté étaient convoquées cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Après quelques pas de danse devant le palais de justice, les membres de la secte ont dû répondre de défaut de scolarisation. À l'autre bout de la salle des pas perdus, Michel Ginou et sa femme ont pris connaissance du verdict, 6 ans de réclusion criminelle. Maurice Papon, hospitalisé à l'hôpital Cochin. Ses avocats parlent d'une aggravation de son état de santé, mais la direction de la prison de la santé affirme de son côté qu'il s'agit d'un bilan général dans le cadre du suivi normal du traitement de M. Papon. Embargo européen sur l'Irlande et tous les animaux vivants susceptibles de véhiculer la fièvre afteuse après l'annonce d'un premier cas avéré de cette fièvre dans le nord du pays à la frontière avec l'Ulster. Des échantillons prélevés sur des moutons se sont révélés positifs. Aux Pays-Bas, 2 foyers de fièvre afteuse ont été déclarés hier. Aucun bûcher d'animaux ne sera cependant organisé. En revanche, plusieurs réunions publiques sont interdites. Et puis un 3e foyer a été découvert hier soir, tard, à Welsum. C'est à 80 km au nord-est d'Amsterdam. Reportage de nos envoyés spéciaux Frédéric Vion et Fabrice Dujardin. Après les Français et les Britanniques, les Néerlandais vont donc à leur tour devoir s'habituer à ces images. En 48 heures seulement, les Pays-Bas ont basculé. Dans un rayon d'à peine 5 km, 3 foyers avérés de fièvre afteuse ont été découverts presque simultanément.
Nous sommes à Welsoum, dans le nord-est du pays, et la nouvelle est catastrophique pour cette région très agricole que la police tente depuis hier d'isoler du monde. Autour des fermes touchées, une zone infranchissable de 1 km a été établie pour éviter la contagion. Mais les agriculteurs voisins ne se font pas d'illusions, leur bétail est en sursis. Cet homme nous explique que ses 2 vaches et ses 40 moutons sont sains, mais que selon lui, ils seront abattus tout de même. Quand j'étais jeune, dit-il, le bétail était soigné ou bien vacciné. Le gouvernement n'aurait jamais dû arrêter les vaccinations. Malgré le découragement, les agriculteurs suivent à la lettre les consignes de confinement données par les autorités. Des autorités qui craignent une extension de la maladie vers le centre et le sud du pays, où vivent des millions de têtes de bétail. Pas question donc de prendre le moindre risque. Pour la zone comprise entre les 3 premières fermes touchées, nous devrions abattre environ 2000 vaches, porcs et moutons. Et pour l'ensemble des Pays-Bas, nous devrions arriver au total à près de 18 000 animaux abattus. De l'autre côté de la rivière, la ville de Holst, premier foyer de la maladie, reste sous le contrôle de la police. Ici, les animaux ont déjà été abattus et emmenés, mais les autorités veulent à tout prix éviter un scénario semblable à celui de la peste porcine de 1998. Au nord-ouest de la Macédoine, les affrontements qui opposent rebelles albanais et forces gouvernementales provoquent l'exode de 20 000 personnes. La Macédoine ne fera aucun compromis. Elle a reçu le soutien d'un vote de l'ONU. Hier, un policier macédonien a été tué à Skopje. Ce matin, lors d'un contrôle de véhicule à Tetovo, 2 Albanais ont été tués et cela se passait devant des caméras. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Patrick Desmully. Pour la première fois ce matin, les policiers macédoniens contrôlent les voitures devant leur position avancée face aux collines tenues par la guérilla albanaise. L'homme qui est fouillé a 2 grenades offensives dans ses poches. Il en jette une vers l'arrière du véhicule et tente de dégoupiller l'autre qu'il envoie vers les policiers. La grenade n'explosera pas. Les 2 hommes sont abattus. Ils succomberont tous les 2. Pour la police et l'armée macédonienne, dans cette ville de Tetovo, à majorité albanaise, le danger peut venir de partout. Cette fois-ci, les policiers ont réagi à temps, mais chaque nouveau mort albanais est aussi un nouveau martyr pour la cause indépendantiste. La spirale de violence dans laquelle s'enfonce le nord de la Macédoine fait le jeu des irrédentistes albanais. Les 2 morts de ce matin vont encore augmenter la tension dans cette région à majorité albanaise où depuis 3 semaines maintenant, les esprits sont particulièrement échauffés. Document exceptionnel à présent. Exceptionnel car tourné dans des conditions très difficiles par Dorothée Olyric et Gilles Jacquier à Kaboul, en Afghanistan. Depuis 4 ans, les talibans au pouvoir imposent une répression très sévère, voire cruelle. Toutes les images que vous allez voir ont été volées aux autorités afghanes. Ce sont des témoignages d'hommes, de femmes, littéralement emprisonnés par les règles des talibans. Nous arrivons au pays des talibans. Les conditions énoncées par le régime sont plus que strictes pour les journalistes. À Kaboul, nous ne pourrons filmer aucun être vivant, juste les choses inanimées. En sortant de l'aéroport, nous filmons malgré l'interdiction. Nous ne sommes pas encore escortés par un taliban. Les talibans créent toutes sortes de problèmes aux gens. Quel genre de problème? Ils n'autorisent pas les femmes à travailler, des choses comme ça. Les femmes, des ombres bleues, des fantômes dans Kaboul. Depuis 1996, depuis l'arrivée des étudiants islamistes, elles vivent cloîtrées et terrorisées. En cachette, une femme a pris le risque de nous parler. Dans la rue, une femme doit toujours être accompagnée par son mari, son frère ou un chaperon. On ne peut pas aller seul chez un médecin parce que nous sommes des femmes. Et ça, ce n'est pas juste. Nous sommes des êtres humains. Nous avons aussi des droits. Quelques heures après notre arrivée à Kaboul, on nous impose un interprète officiel proche des talibans. Il nous interdit de filmer, mais nous sommes équipés d'une caméra cachée. Depuis l'arrivée au pouvoir des fondamentalistes,
en 96, Kaboul sombre chaque jour un peu plus dans la peur et dans la misère. Je n'ai plus de travail, alors je passe mes journées ici en essayant de vendre quelques piments pour gagner un peu d'argent. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai rien, je suis très pauvre. Je n'ai vraiment rien. Donnez-moi de l'argent. Un homme s'approche de nous. Il souhaite nous parler, mais nous attire à l'écart, à l'intérieur d'une cour. Son sourire très vite va se figer. Il vient de se rendre compte que nous sommes accompagnés par une personne qu'il identifie tout de suite comme proche des talibans. Vous risquez d'aller en prison si vous nous parlez? Si vous critiquez le régime? Ouais. Non, mais... Oui. En français, parlez en français. Il ne comprend rien. Ce que tous craignent ici, c'est d'être dénoncés aux patrouilles de lutte contre le vice et de promotion de la vertu, des policiers talibans qui quadrillent la ville à la recherche, notamment, de barbes trop courtes. Pour les barbiers de Kaboul, le métier a bien changé. La barbe est obligatoire et doit avoir la longueur de la paume d'une main, au minimum. Est-ce que vous avez le droit de raser une barbe? Non, bien sûr. Je le fais en secret. En secret, des femmes et des hommes multiplient les petits actes de résistance. Le voisin du barbier est photographe, un défi dans un pays où les portraits sont interdits et les photos d'identité tout juste tolérées. À Kaboul, toute femme doit porter un voile, y compris les femmes occidentales. En 4 ans, les talibans ont levé quelques interdits, notamment les enfants sont autorisés à jouer et quelques femmes peuvent exceptionnellement travailler. Mais pour beaucoup, Kaboul reste avant tout une prison. 4 diplomates russes en poste à Washington expulsés par les États-Unis. 46 autres sont priés de quitter le territoire américain d'ici l'été. Le président Bush parle d'une décision dans l'intérêt national des États-Unis, affirmant que ces diplomates faisaient de l'espionnage au profit de Moscou. Alors en réponse, le ministre russe des Affaires étrangères, Igor Ivanov, a fait savoir que 50 diplomates américains seraient à leur tour expulsés. Selon l'ONU, plus d'1 milliard de femmes, d'hommes et d'enfants boivent chaque jour de l'eau non potable. Pour la 8e année consécutive, les Nations Unies organisaient aujourd'hui une journée mondiale de l'eau. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rappelant les maladies liées à l'eau, comme la malaria ou encore le choléra, plus de 2 milliards de personnes dans le monde en seraient touchées. Commentaire Agnès Monteux. Si précieuse quand elle est pure, l'eau tue aussi chaque année plus de 3 millions de personnes, en majorité de jeunes enfants. Malaria, bilharziose, méningite, toutes ces maladies sont aujourd'hui en progression, bien souvent faute d'hygiène. 1 personne sur 5 n'a pas d'eau potable et 1 sur 3 n'est pas raccordée au tout à l'égout. Faire ses besoins loin des cours d'eau, se laver les mains régulièrement, des messages simples que l'UNESCO et de nombreuses associations tentent de faire passer pour sauver des milliers de vies. Les aménagements hydrauliques pour l'agriculture ont posé de nombreux problèmes. Impossible financièrement de tout assainir, il faut trouver des solutions peu coûteuses. On essaye de mettre en place effectivement des systèmes relativement simples. Par exemple, dans les forages, on met sur la canalisation des pastilles de chlore qui diffusent le chlore. 23 pays détiennent les 2 tiers de réserves d'eau douce. Pour les autres, le précieux liquide devrait être de plus en plus rare. La pollution des rivières, le gaspillage de l'eau et l'augmentation de la population pourraient entraîner de gigantesques pénuries. D'ici 50 ans, 2 tiers de la population mondiale devraient connaître la soif. Exemple à présent de l'utilité de l'eau potable, c'est dans la banlieue de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le syndicat des eaux d'Île-de-France et plusieurs ONG locales ont réussi à faire reculer la mortalité grâce à un petit projet peu onéreux. Reportage de nos correspondants permanents en Afrique, Éric Monnier et Roger Motte. Ambiance studieuse à l'école Le Messager de Ouagadougou. Dans cette section de primaire, semblable à tant d'autres au Burkina Faso, avec ses 80 élèves par classe. Pourtant, dans cette école si banale, un objet intrigue. Une énorme jarre remplie d'eau. En fait, un poste d'eau potable auquel les enfants viennent se désaltérer de temps à autre. À 40 degrés à l'ombre, une nécessité. Depuis 2 ans,
Les classes de 26 écoles en sont équipées. L'eau est renouvelée 2 fois par jour à partir d'une fontaine à 2 pas de là, une tâche qui incombe aux élèves eux-mêmes. SEDIF, pour Syndicat des eaux d'Île-de-France, le promoteur du système. Une agence intercommunale française qui dépense 600 000 francs chaque année dans ce pays, l'un des plus pauvres de la planète, sur des projets d'aménagement hydraulique. Souvent de micro-projets comme celui-ci, mais qui ont bouleversé la vie des écoliers en faisant reculer les maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau, principale cause de mortalité. Je ne peux pas garantir que chez eux, ils ont la même eau, parce qu'il y a d'autres qui ont l'eau des puits. Mais il y a, dans certaines maisons, il y a aussi l'eau de robinet, l'adduction d'eau. Ouais. Mais ici, au moins à l'école, nous avons l'eau une eau potable. La maison, ce sont pour ces élèves souvent de petits villages comme celui-ci, en zone périurbaine, à la limite de la capitale. Ni tout à fait la ville, ni tout à fait la campagne. Là, le SEDIF et ses partenaires, des organisations non gouvernementales, portent aussi leur action en finançant des forages dans la nappe phréatique. Avant la pompe, il arrivait de fois qu'on fasse plus de 5 km à pied. Ah oui. Consommer une eau saine, apprendre à la gérer à la maison ou à l'école, une discipline désormais inscrite au programme de primaire dans la banlieue de Ouagadougou. Dernière journée pour la station Mir. Sa chute et sa désintégration auront lieu dans les heures qui viennent. Mir, symbole des techniques spatiales de l'ex-URSS, poursuivra par morceaux sa chute dans le Pacifique. Explication avec Patrice Pellet. Ce soir, ils sont tous prêts. D'abord, au centre de contrôle russe, où les ingénieurs sont maintenant en liaison avec l'ordinateur central de Mir. Mais aussi de l'autre côté de la Terre, aux îles Fidji, où une dizaine d'anciens cosmonautes, tous passagers de Mir, ont affrété un avion dans l'espoir de photographier une dernière fois cette station qu'ils ont tant aimée. Mir, pour le moment, est stabilisé à 220 km d'altitude. Cette nuit, entre 1h et 6h du matin, 3 impulsions mortelles vont la freiner. Une descente de 40 minutes, son dernier voyage. Il va y avoir plusieurs freinages grâce au cargo Progress qui est amarré sur cette station, qui va allumer ses moteurs et qui va freiner la station. Chaque fois que le cargo Progress allume ses moteurs, la station freine et descend. Et on peut réaliser la dernière impulsion de désorbitation qui va être la plus forte et qui va permettre à partir de ces 150 km de précipiter la station dans l'océan Pacifique Sud. À Moscou, les officiels du centre de contrôle persistent et signent. La trajectoire de descente sera respectée. Il faut l'espérer, car la station ne va pas brûler dans sa totalité. 20 tonnes de débris divers vont toucher les flots. Les colliers d'amarrage, et on voit ici ce qui s'appelle en russe le péréo, c'est-à-dire le nœud d'amarrage sur lequel sont amarrés tous les modules, qui sont des pièces en aluminium très denses, vont, eux, se consumer, bien sûr, donc brûler, mais certains éléments vont arriver jusqu'à la mer. Ce sera une boule de métal en fusion, si vous voulez, mais ça arrivera jusqu'au sol. À 100 km d'altitude, les éléments les plus minces seront désintégrés. À 50 km, le corps principal se disloquera. Les derniers débris composeront un feu d'artifice. L'épopée spatiale d'une centaine de cosmonautes reposera pour toujours dans l'océan. Voilà la partie politique de cette édition. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. On va donc faire une sorte de bilan de ces élections municipales. Très forte poussée à droite, beaucoup plus de villes remportées par la droite que remportées par la gauche dans la balance. Mais il y a 2 échecs, c'est Paris et Lyon. Et dans votre livre Libre, vous avez écrit « L'échec est plus formateur que le succès ». Alors qu'est-ce que vous avez appris des échecs de Paris et de Lyon? Bon, écoutez, je crois que c'est assez simple. L'invraisemblable image de division qui a été donnée dans une ville comme dans l'autre depuis si longtemps est irrattrapable au moment des élections. La leçon est assez simple, plus jamais ça. Alors l'union, ça veut dire quoi? Un parti unique pour les échéances à venir? Non, c'est pas simplement l'union. Il y a une autre leçon, si vous me permettez, des municipales. C'est que c'est la première fois, en grandeur nature, par le vote des Français, que la stratégie que nous avions réfléchie et parfois imposée, notamment avec Philippe Séguin, comme l'a toujours dit d'ailleurs Jacques Chirac, de refus d'alliance avec le Front National, c'est la première fois, la première élection nationale,
où la droite a été débarrassée de cette hypothèque. Mais ça veut dire que pour demain, il faut faire un parti unique, il faut revenir à tous ces débats qui ont eu lieu depuis plusieurs mois. À titre personnel, je pense que comme dans l'ensemble des grandes démocraties du monde, il serait bien préférable d'avoir une formation unique de la droite et du centre, moderne, avec des débats tranchés sur le fond, comme pour le choix des hommes ou des femmes candidats, par des élections. Ça, c'est l'idéal. Je souhaite qu'on y arrive un jour. Vraisemblablement, ça ne se fera pas avant les législatives ou les présidentielles. Oui, parce qu'il y a déjà M. Madeleine, M. Bayrou, M. Pasqua candidats au présidentiel, vraisemblablement M. Chirac. Ça, vous craignez le désordre? Cela veut donc dire que la priorité aujourd'hui doit incontestablement être donnée au projet, à la qualité de ce projet, aux idées nouvelles que nous devons défendre sur les questions de structure. Alors, les idées nouvelles, justement, vous êtes souvent prononcé en disant attention, on peut paraître rétrograde, notamment sur les faits de société. Quelles sont les idées nouvelles que vous, Nicolas Sarkozy, vous avez envie de pousser maintenant? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas simplement de ne pas être réac ou d'être à la mode. Non, mais c'est ce que vous dites. Par exemple, à propos du Pax, des homosexuels, des choses comme ça. Vous dites, attention, on s'est mal expliqué. Bon, moi, j'essaie de tirer les conclusions. Quand on n'est pas entendu, c'est pas parce que le peuple a tort, c'est parce que nous nous sommes mal exprimés ou nous n'avons pas assez réfléchi. Prenons un certain nombre d'exemples, si vous le voulez. Il y a un sujet majeur qui s'est exprimé tout au long de ces élections municipales, c'est le sentiment d'insécurité réelle que vivent les Français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je souhaite que la droite se dote d'un programme de gouvernement précis sur ce sujet, en rupture avec ce que ne fait pas le gouvernement aujourd'hui. Mais alors là, il faudrait que vous précisiez, parce que dans votre livre, vous dites la sécurité, c'est pas franchement un problème d'effectifs, c'est un problème de volonté politique. Ça veut dire quoi? Oui, tout ne se réduit pas à plus de policiers, plus de moyens, plus de dépenses. Non, parce que plus de fonctionnaires, et ça, vous aimez pas? Non, pas du tout. Moi, je respecte les fonctionnaires. Oui, on en a besoin. Il y en a trop, quand même. Non, je trouve qu'il y a trop de dépenses publiques. C'est ce qui est tout à fait différent. Mais sur la sécurité, est-ce que vous savez, par exemple, que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité des policiers, mais que c'est le ministre de la Défense qui a la responsabilité des gendarmes, et que c'est le ministre du Budget qui a la responsabilité des douaniers? Alors, qui peut accepter une telle réalité? Il faut faire quoi? Il faut remplacer le ministère de l'Intérieur par un ministère de l'Ordre public, qu'un seul et même responsable puisse ensemble engager les trois forces, ce qui ne veut pas dire changer le statut des gendarmes. Mais nous sommes le seul pays au monde où les trois forces de sécurité sont dirigées par trois patrons différents qui, en général, ne se coordonnent d'ailleurs pas. Si je me souviens bien, Nicolas Sarkozy, vous avez quand même été à Bercy. Vous croyez qu'à Bercy, on aimerait se défausser d'un certain nombre de responsabilités? Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est d'apporter une réponse au sentiment d'impunité qui règne aujourd'hui dans notre pays, qui pousse à l'insécurité. Bon, moi, je souhaite également qu'on donne des pouvoirs de police aux maires. Il est invraisemblable. On vient d'avoir les élections municipales. Le maire est l'élu du suffrage universel avec son équipe municipale. Il doit avoir des pouvoirs de police. Quand quelqu'un n'est pas satisfait des conditions de sécurité dans la ville dans laquelle il réside, il doit pouvoir en référer à quelqu'un. Aujourd'hui, personne n'est responsable et n'est identifiable. Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs polices que ça... Pas du tout. La police judiciaire resterait du domaine de la justice et de l'État, la police de l'ordre public de l'État, mais la police de proximité. Il n'est pas anormal que celui qui est choisi par ses concitoyens pour administrer une ville ait des responsabilités de police, surtout dans un pays où la sécurité est la première préoccupation de nos concitoyens. Prenons l'exemple d'un mot, la délinquance des mineurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de délinquants mineurs? On sait très bien que ne rien faire est inacceptable. La vie dans un certain nombre de collèges ou de lycées est impossible. Et on sait très bien que les mettre en prison, ce n'est pas la réponse. Eh bien, je propose qu'on réfléchisse à la création de structures d'internat à encadrement adulte renforcé qui ne seraient pas la prison, mais qui ne seraient pas le laisser-faire, laisser-passer d'aujourd'hui, qui pourraient notamment être financées par l'allocation des allocations familiales qu'on ne laisserait pas aux familles qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas maîtriser un certain nombre de mineurs en situation de prédélinquance. Ça veut dire que vous n'êtes pas pour le retrait de ces allocations familiales d'autorité, mais vous êtes pour leur utilisation par un autre moyen. Pour avoir les allocations familiales, il faut présenter un certificat de scolarité. Il est des mineurs, notamment en situation de prédélinquance, qui ne sont plus scolarisés. Il faut les sortir de leur milieu pour les mettre dans des établissements adaptés pour qu'ils comprennent qu'il y a une règle et que cette règle doit être respectée. Je ne pense pas que la solution, c'est la réforme de l'ordonnance de 59 qui consisterait à mettre des mineurs de 12 ans en prison alors qu'on ne peut pas les mettre avant 14 ans ou avant 13 ans. Je pense qu'il y a des réponses précises. Prenez l'affaire de l'environnement, qui est quand même l'une des leçons des municipales. Ouais. Il y a une préoccupation forte avec une poussée des Verts et surtout une poussée de nos concitoyens qui veulent vivre avec moins de pollution et dans de meilleures conditions. Je fais une proposition simple. La pollution, c'est essentiellement l'abus de l'utilisation de la voiture. Si on veut favoriser la prise de transport en commun, eh bien je propose qu'on puisse défiscaliser de son revenu la carte orange ou le prix de son ticket de métro ou de son ticket d'autobus. Dans les grandes villes,
comme dans la région Ça parisienne. représente quoi? Vous avez calculé? Écoutez, il y a 18 millions de familles qui payent l'impôt sur le revenu, et quant à celles qui ne paieraient pas l'impôt sur le revenu, qu'on puisse le défiscaliser des factures de CSG ou de RDS. En tout cas, ça coûtera moins cher que les millions d'heures perdues dans les embouteillages aujourd'hui. Parce que là encore, c'est extraordinaire. Il faut qu'on nous passe du concept à la réalité. Est-ce que oui ou non c'est important que les gens utilisent moins leur voiture et prennent plus les transports en commun? Si c'est important, vous savez, une carte orange 2 zones, c'est 250 francs ou 275 francs par mois. Ça fait près de 3000 francs pour une famille, surtout si celle-ci a des enfants qui vont à l'école en transport en commun. Pourquoi ne pas autoriser la défiscalisation? Comme dans le même temps, on ne défiscaliserait pas l'essence que l'on met dans son véhicule, voilà un puissant moteur pour favoriser les transports en commun. Tout d'un coup, je vous écoute, Nicolas Sarkozy, avec son image d'homme à qui tout réussit, qui vit à Neuilly, et qui nous parle de la carte orange. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a changé? Il fait dans le concret, il fait vraiment dans le pratique. C'est une tactique Sarkozy maintenant? D'abord, que vous m'écoutiez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous en remercie, j'y suis sensible. Bon, tout réussi, c'est peut-être que vous n'avez pas suivi tous les épisodes de la vie politique nationale. Non, j'ai réfléchi, je ne me suis pas exprimé pendant 18 mois. Ah oui, vous faites rare, vous. Non, mais je pense, voyez-vous, que dans le débat politique, on souffre d'un débat politique où les idées ne sont pas assez défendues. Il n'y a pas assez d'audace, il n'y a pas assez de réflexion. Je suis de droite, je n'ai jamais été de gauche, mais ça ne veut pas dire que je suis pour le conservatisme. Je souhaiterais que le débat politique français puisse en quelque sorte un peu dynamiter le débat d'idées, que nous échangions non pas des invectives, mais des propositions. Un homme politique ou une femme politique qui ne propose pas, il n'a aucune raison d'être. Je ne dis pas que dans mon livre, toutes les propositions sont la vérité révélée. Je dis simplement que si le débat politique n'intéresse pas assez, c'est parce que nous ne mettons pas assez d'imagination, pas assez d'audace. En tout cas, on ne peut pas rester les bras croisés, regarder les problèmes prospérer, ne pas faire de propositions. Mais vous pensez que ce que vous venez de dire, qui paraît très raisonnable, ça ne va pas éclater avec la campagne des législatives, des présidentielles, parce que ça va être une bagarre à nouveau? Mais au contraire, la campagne des législatives qui arrive et celle des présidentielles, c'est une formidable occasion de proposer une alternance. Il n'y a rien de plus urgent pour la droite et le centre que de proposer une alternance de gouvernement. Qu'est-ce que nous ferons des 35 heures? Moi, ce qui me choque avec les 35 heures, c'est qu'elles soient obligatoires. Que ceux qui veulent travailler 35 heures travaillent 35 heures, mais que les autres puissent travailler davantage et gagner davantage. La retraite, il ne faut pas remettre en cause la retraite à 60 ans, mais pourquoi nous obliger tous à partir le même jour, à la même heure à la retraite? J'ai bien remarqué d'ailleurs que les politiques ne partaient pas à 60 ans, ils restaient très tard. Vous savez, parfois, on choisit pour vous. Vous ne pouvez quand même pas reprocher à un homme ou à une femme qui a la confiance de ses électeurs de vouloir rester. Merci Nicolas Sarkozy. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous terminerons par du cinéma avec la sortie sur les écrans depuis hier du film réalisé par Antoine Decaune. C'est sa première réalisation, ça s'appelle Les Morsures de l'Aube, sous ce très joli titre. Il y a l'histoire d'un octambule emporté dans de drôles d'aventures. Récit Pascal Deschamps. Il y a votre livre, monsieur, s'il vous plaît. On va vous parler là. Quelqu'un aimerait vous voir. J'arrive, c'est des potes. Les Morsures de l'Aube, c'est un drôle de roman de Tonino Benacquista. Ce sont les traces pas toujours drôles que laisse la nuit chez ceux qui ne vivent que pour elle. Croyez-vous aux vampires? Prenez Antoine, par exemple. Noctambule par vocation, pique-assiette par obligation. Il va se retrouver malgré lui dans une drôle d'histoire sur les traces d'un drôle de type. En fait, Jordan, je le connais pour ainsi dire pas du tout. Enfin, voilà, j'ai cité son nom comme j'aurais pu dire Elton John ou Dalai Lama. C'était une combine pour rentrer. Mais ça a marché, vous êtes là. Mais à présent, pour votre peine, vous allez me retrouver Jordan. Bah, vous avez qu'à engager des détectives privés. Hein, ils le font très bien, c'est leur métier. En attendant, vous êtes comme lui. Vous vivez la nuit. Comme ça, au moins, il y aura un but à vos déambulations. Polar, fantastique, plongé dans un monde qu'il connaît bien, c'est le mélange des genres qui a séduit Antoine Decaune. Il ne voulait pas jouer le rôle pour se consacrer à la mise en scène qui repose sur le rythme et l'humour. Nombreux clins d'œil à Audiard et décalage permanent entre la gravité de la situation et l'ironie du personnage. Action! Il y a à la fois une trame policière, il y a de la comédie, il y a un esprit de comédie dans le film, mais une comédie qui est toujours sur la frange. C'est-à-dire qui naît de situations bizarres et étranges ou qui y ramène. Et puis il y a une toile de fond un peu gothique. Ouais. Tu vois, Raoul, il trouve toujours une petite animation délirante. Faut faire gaffe quand même, hein. C'est le sage a dit, le rire est l'ennemi de la volupté. Ah ouais? Ouais, la volupté. Ça s'approche, moi je trouve, c'est un mélange de Tarantino, des frères Cohen, enfin il y a de cet humour-là aussi. Puis en même temps, il y a l'humour assez anglais aussi qu'a Antoine. Il a un humour très anglais, Antoine. Et c'est très fin, enfin moi j'aime beaucoup, quoi.
Les Morsures de l'Aube est une balade dans la face cachée des Nuits Interlopes qui ne manque pas d'atouts. Des interprètes à la lumière en passant par la musique et les mouvements de caméra, tout confère à ce film les vertus d'une légère et pétillante coupe de champagne. Les Morsures de l'Aube d'Antoine de Caunes. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant les intempéries. Il y a de nouvelles perturbations climatiques à prévoir dès demain, ce qui pourrait aggraver les actuelles inondations, débordements de rivières, évacuation d'habitants et pénurie d'eau potable. Les sols sont saturés. Sophie Davant, dans quelques instants, vous dira un peu plus sur la météo. Puis il y aura le point route de Valérie Maurice avec notamment les principaux axes routiers coupés. 21h, envoyé spécial présenté par Guylaine Chenu avec un reportage sur l'incroyable histoire du dernier prisonnier de la Seconde Guerre, interné en Russie pendant 53 ans. C'est le récit d'Emmanuel Carrère et ce, en collaboration avec Télérama. 23h10, le film Le Silence des agneaux avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. 1h10, le journal avec Thierry Tuillier. 13h demain, Gérard Rolls et 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.